Isabelle Aran, moi j'ai en charge la direction des projets, du développement et de l'innovation pour Vivre 3 Bretagne. Et je laisse Séverine peut-être se présenter. Bonjour, donc Séverine Juc, je suis gériatre et médecin coordonnateur pour Vivre 3 Bretagne, donc essentiellement sur le 56 et 29. Et donc l'idée de notre binôme, c'était de se dire, comme le sujet c'était aussi l'éthique des organisations, c'était aussi comment finalement on mettait ça en pratique nous au quotidien dans ce qu'on fait, puisque l'idée c'est un binôme soignant et direction, on va le dire comme ça, et ou comment finalement tout ça, ça se parle. Ça, je fais référence peut-être aussi à ce que Laura disait ce matin, c'est comment finalement l'intelligence collective, moi j'appelle ça peut-être l'intelligence collective, pour la réussite, chacun de sa fenêtre, chacun avec ses outils, chacun avec ce qu'il apporte, et puis au profit des résultats. Notre point de départ, puisque ce qu'on va vous rapporter, c'est comment finalement on a essayé de prendre ce sujet pour traiter de l'éthique au quotidien. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de se dire comment finalement on n'en fait pas un sujet philosophique, très loin des pratiques des professionnels, mais au contraire ancré dans le quotidien, et comment les soignants, quand ils ont une question, osent la poser, osent prendre cette question. Et tout ça nous est venu en fait dans un groupe de travail pluridisciplinaire chez nous et avec l'ensemble de nos établissements, avec toutes leurs différences, pour réfléchir à finalement comment on imagine accompagner les personnes âgées dépendantes dans 10 ans. Et donc c'est pas forcément que l'EHPAD, c'est vraiment voilà comment on imagine ça. Et on s'est dit que de toute façon, on avait plusieurs sujets, dont celui de l'éthique, parce qu'il faisait vraiment référence aux pratiques professionnelles, aux bonnes pratiques professionnelles, comment on échange autour de ces pratiques. Et donc l'idée c'était vraiment de se dire comment on peut identifier les situations, parce qu'elles ne nous reviennent pas toujours, et comment on peut utiliser finalement cette démarche éthique pour mieux nous accompagner. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait parler de l'éthique du quotidien, qui mieux que les personnes concernées peuvent nous faire remonter les sujets, à la fois les soignants, les résidents et les familles, c'est-à-dire tous ceux qui sont finalement dans l'EHPAD tous les jours. Donc je vais passer assez vite sur la méthode utilisée, mais ce que je vous disais, l'ensemble des parties prenantes de l'EHPAD. Et donc on a essayé de partir sur les mêmes questions. On les a juste un tout petit peu adaptées pour que ce soit compréhensible. Là aussi on parlait de langage ce matin, mais pour que le langage soit bien adapté à chacun, mais sur exactement les mêmes questions. On a validé ces questionnaires avec une première fournée de questionnaires qui nous a permis d'avoir un premier test. Et à partir de ce premier test, on a fait une deuxième version corrigée et donc on a diffusé ces questionnaires il y a 1 an à peu près. Donc sur les 3 cibles que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a toujours le sujet de la communication, puisqu'on a des personnels qui tournent, les familles, ça tourne aussi, les résidents, c'est pas simple d'aller questionner aussi et d'aller questionner. Donc voilà, on avait une vraie question sur la diffusion des questionnaires. Sans doute pas parfait ce qu'on a fait, mais bon voilà, on a tenté. On a mis à la fois des questionnaires en ligne, donc ça a pu être adressé à tout le monde par mail pour ceux qui ont des adresses mail, mais chez nous, dans nos établissements, tous les soignants n'ont pas forcément d'adresse mail personnelle. Donc on a également réalisé des affiches qui nous permettaient d'avoir un QR code, et comme ça, chacun pouvait éventuellement, avec son téléphone portable, scanner le code, le remplir. On a aussi imprimé les questionnaires, entre autres pour les familles, et on a pu faire passer des questionnaires aussi avec des personnes qui sont allées voir les résidents. Souvent, on a proposé aux personnes en service civique dans nos établissements d'aller voir les résidents pour pouvoir recueillir leurs paroles. Voilà, donc comme je le disais, on a eu aussi les exemples d'affiches. Donc une affiche plus à destination des personnels et l'autre à destination des familles. Comment ? Et résidents, pardon, oui, tout à fait. Donc dans le contenu des questionnaires, comme je vous disais, on a eu le même contenu quel que soit le questionnaire. Donc bien sûr, expliquer quelle était notre démarche.
On a essayé en fait de ne pas trop citer le mot éthique parce qu'on ne voulait pas que ça fasse peur et on ne voulait pas que ça fasse, entre guillemets, excusez-moi du terme, élitiste et que chacun se sente bien concerné par le sujet en se disant ce qu'on veut voir avec vous, c'est quelles sont vos problématiques du quotidien, qu'est-ce qui vous tracasse, qu'est-ce qui vous pose question et vraiment de recueillir ça. Donc on ne voulait pas être sur une démarche qui pouvait paraître élitiste. Donc bien sûr, on a essayé d'identifier de quelle EHPAD on parlait, l'âge des personnes, leur fonction, leur qualité. Et effectivement, vous verrez, c'est assez cocasse. On a demandé, par exemple, quels étaient les 3 mots qui signifiaient pour eux un accompagnement de qualité. Séverine vous donnera la réponse tout à l'heure, c'est assez cocasse. Et quelles étaient les situations difficiles. Et ces situations difficiles, on demandait aussi de les décrire un peu, et puis de dire si derrière, ils avaient pu en parler, avec qui, quelles solutions avaient pu être apportées, comment ça s'était déroulé, est-ce que le fait d'en parler, est-ce qu'il y avait eu des solutions ou pas, ou est-ce qu'on restait finalement sur notre fin avec des non-réponses. Et puis on demandait aussi aux personnes s'ils souhaitaient s'intégrer dans la démarche. Je vais passer la parole à Séverine pour les résultats. Alors sur le retour des questionnaires, on a eu donc du côté des soignants, donc sans soignants ou collaborateurs divers, 9 intervenants externes, parce qu'on a également pu interroger. Alors, on a souhaité interroger très largement bénévoles, coiffeurs, médecins traitants, kinés. On n'a pas eu beaucoup de réponses, mais en tout cas on a essayé de le faire. Du coup, on avait, en termes de personnel soignant, 47% de répondants. Personnel administratif, 20% de répondants, donc 9 intervenants extérieurs. Et au niveau des familles résidents, alors sans trop de surprise non plus, on a, alors là, il y a toujours l'erreur, c'est l'inverse, excusez-moi. On a 87% des réponses, c'est des familles et proches, et 13% c'est des résidents sans grande surprise, parce qu'ils ont besoin de plus d'aide pour pouvoir répondre, à tel point qu'on a dû effectivement aller avec des collaborateurs, avec un questionnaire papier pour les aider à le remplir. Alors, ce qui était intéressant, et on l'a analysé en ce sens, donc c'est un petit échantillon par rapport à l'étude qui vous a été présentée juste avant, mais quand même, près de 200 réponses à l'échelle de quelques établissements en région, on s'est dit que c'était déjà pas mal, donc on les a analysés entre points de convergence et points de divergence, et notamment entre les retours des salariés professionnels d'un côté et ceux des familles résidents, et parfois entre les quelques réponses de résidents et les réponses des familles. Alors, on les a interrogés sur ces fameuses valeurs communes en lien avec un accompagnement de qualité, et donc on retombe exactement sur ce que vous venez de présenter, donc ce qui est un point de validation, je pense, qui qualifie un accompagnement de qualité. Alors, pour nous, en ordre d'importance, c'était écoute, bienveillance et respect. Et les 2 parties qui ne savaient pas, indépendamment les uns des autres, quel était le questionnaire, à quoi ils devaient répondre, ont répondu exactement la même chose. D'un côté les professionnels, d'un côté les résidents famille. Pour eux, c'était en choix libre, on n'avait pas fait de proposition, c'est exactement ça qui est sorti. Globalement, ils étaient également plutôt d'accord pour dire que finalement la parole est assez facile dans nos établissements vis-à-vis de la direction, des soignants entre eux, entre collègues, ou vis-à-vis des familles vers les directions. C'est à peu près 80% des gens qui estimaient que la parole était assez facile. On était plutôt rassurés, c'est déjà pas mal. Mais après ça, est venu le temps des divergences. Donc, concernant le type de situation difficile qui nous a été remontée, alors on a 2 parties au final. Une partie, on a fait quand même des propositions pour aiguiller un petit peu les gens, et puis une partie texte libre où on leur a demandé d'illustrer un petit peu tout ça. Donc, concernant les collaborateurs, ce qui arrivait en premier lieu, c'est qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire une tâche comme ils le souhaiteraient, avec cette dimension de temps qui était vraiment restreint, et qu'ils avaient du mal à investir comme ils voulaient le faire. Des difficultés à répondre à des injonctions qu'elles estimaient assez diverses et plutôt contradictoires. En gros, sur la question du temps, c'était faites beaucoup, mais prenez le temps.
c'était compliqué à pouvoir concilier un petit peu tout ça. Et il y a également une grosse partie autour du sujet de la communication et de la conciliation avec les familles. Beaucoup de professionnels nous ont fait remonter qu'ils avaient vraiment du mal à pouvoir concilier leurs injonctions professionnelles en lien avec la collectivité et des demandes et des familles qu'ils jugeaient, eux, parfois aussi contre l'intérêt du résident. Et ça fait partie d'un gros panel de situations conflictuelles qui nous ont été remontées. En gros, il y a également les situations de refus de soins, notamment chez des personnes qui ont des troubles neurocognitifs. Voilà, ils refusent les soins, je me sens démunie, je ne sais pas comment faire, on a retourné la situation dans tous les sens. Ça fait partie des difficultés qui sont remontées de façon régulière aussi. Du côté des familles et des résidents, le très gros de la demande, alors côté famille, c'est il s'ennuie, mon proche s'ennuie, on ne le stimule pas assez, voilà, on ne s'en occupe pas assez, pas sur le côté soin, mais sur le côté finalement relationnel. Et du côté des résidents, ce qui est surtout, alors sur les 11 réponses qu'on a eues, c'est le respect des choix individuels. Donc en gros, faire ce que je veux, quand je le veux et comme je le veux. Alors là, la petite anecdote, j'ai aidé à saisir un certain nombre de questionnaires papier qui m'ont été donnés par un établissement qui n'avait pas eu le temps de le faire. J'ai reconnu un résident, j'ai vu ce qu'il avait noté, et c'était mignon parce que ça faisait partie des plus autonomes. Il disait, alors moi on me propose des animations, mais j'ose pas des fois refuser parce que l'animatrice elle est tellement sympa, j'ai peur de lui faire de la peine. Donc j'y vais, mais je m'ennuie. Voilà. À la place, j'aurais préféré boire un café avec elle parce qu'elle est super sympa, il n'y a pas de problème. Alors, le cadre des échanges, quand on a des situations difficiles ou conflictuelles, qu'est-ce que c'est? Là aussi, il y a des divergences. Du côté des collaborateurs, ce qui arrive en tout premier lieu, c'est le temps de transmission. Donc ce petit temps finalement qui arrive en général en mi-journée, soit pour le relais entre les équipes matin et après-midi, soit quand les établissements sont en 12 heures, ce petit temps finalement où on va discuter des situations de plus approfondies en équipe complète, ça arrive en premier lieu. C'est une situation, c'est un temps de transmission qui est indéboulonnable. Quoi qu'il se passe, crise Covid, pas crise Covid, manque de personnel, on le fait, c'est extrêmement important pour tous. Donc c'est vraiment le temps d'échange principal qui est remonté. Et du côté des résidents et des familles, finalement, c'est des échanges beaucoup plus informels. Au fil du couloir, surtout les week-ends, on tombe sur un soignant, on lui parle d'un problème. On va toquer au bureau de la directrice, au bureau de l'infirmière de coordination. Donc parfois en rendez-vous, mais plutôt justement sur des échanges en un pour un. Alors la fréquence des situations qui nous ont été remontées, pour les collaborateurs, pour eux, c'est plutôt fréquent. Pour les résidents familles, c'est plutôt peu fréquent. Alors, c'est logique. D'un côté, on a une équipe qui a en vision la globalité d'un établissement, donc c'est des situations qui se répètent. Du côté d'un résident d'une famille qui voit finalement que sa propre situation et peut-être celle de quelques proches autour de l'EHPAD, on a une vision qui est un peu tronquée, ça s'explique de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher la parole pour les répondants qui ont, les 20% de répondants qui ont dit qu'ils n'arrivaient pas à discuter de ces situations? Du côté des collaborateurs, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que certains ont fait remonter un manque de légitimité. Je ne me sens pas légitime pour pouvoir discuter des situations problématiques et pouvoir me faire le porte-parole de ce que j'ai constaté. Du côté des résidents familles, c'est plutôt le manque de disponibilité des professionnels. Ce qui nous a marqué, c'est qu'ils courent tout le temps. Effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de boulot, on sait qu'il y a du manque de personnel et on le fait remonter. Donc, concernant les ressources extérieures que les professionnels et résidents familles estiment avoir à disposition pour pouvoir traiter de ces situations compliquées, les collaborateurs, ils vont citer surtout la formation en numéro 1, les groupes éthiques, quand il y en a localement, et parfois aussi les groupes de pairs, donc d'analyse de pratique, notamment certains établissements l'ont mis en place.
Et du côté des résidents familles, ils en parlent beaucoup avec leurs proches, voilà, d'autres proches qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'EHPAD, voilà, leur famille. Parfois entre familles également, ils peuvent discuter ensemble. Et puis là est apparu, et à forte proportion, le recours aux médecins traitants. Alors qu'au final, les situations qui sont exposées ne sont pas du tout des situations médicales. Pour rappel, les médecins traitants n'ont pas répondu à l'enquête. Donc les divergences entre résidents et les familles, les demandes des résidents, c'est plutôt d'avoir du temps pour aller aux toilettes, faire sa toilette en prenant vraiment son temps, d'être dans une situation plus de cocooning, bavarder, remonter le moral. Et les difficultés principales remontées sont la difficulté d'avoir mon choix respecté. Et les demandes des familles, c'est toujours cet ennui, manque d'activité de la part de 45% des retours familles. Donc des conclusions et pistes de travail, n'hésite pas à m'interrompre. Donc on avait extrait 4 axes, je te laisse peut-être présenter. 4 axes à partir de ces questionnaires, aussi bien pour côté famille et résident que côté personnel, puisqu'on avait des actions à mener partout. Se comprendre, co-construire, c'était à la fois entre professionnels, mais aussi avec les familles. Et là-dessus, on voudrait aussi pouvoir proposer des temps d'échange et des lieux un peu formalisés pour pouvoir favoriser la parole avec les familles. On a également toute la démarche en interne, donc comme vous l'avez vu, le manque de légitimité des professionnels à se saisir de ces questions et à en parler nous a quand même assez interpellés. Donc on est dans une dynamique aujourd'hui de formation de nos professionnels, mais dans une formation qu'on pourrait appeler formation-action, puisque l'idée, c'est pas de former pour, entre guillemets, rendre les gens plus intelligents sur l'éthique, mais au contraire de savoir comment ils vont pouvoir travailler au quotidien. Donc on leur propose pendant la formation de travailler à leur propre boîte à outils qui leur servira après dans leur exercice de tous les jours. Ensuite, oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, la formation sensibilisation pour répondre justement à ce manque de légitimité qui nous a semblé nécessaire de travailler. Et donc l'animation des temps de transmission, mais ça rejoindra les outils qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc vraiment structurer aussi une démarche éthique en interne, c'est-à-dire que derrière, ça puisse être une démarche transversale qui accompagne finalement le quotidien sur l'ensemble de l'entreprise. Là, on a donné l'exemple des EHPAD, mais cette démarche, elle est en cours aussi dans d'autres secteurs de l'entreprise. Et donc peut-être juste un petit mot de cette démarche interne, qu'est-ce qu'on en fait aussi dans une démarche plus externe ? Parce que c'est une réflexion qui est née interne au groupe Vive, mais qu'on est en train d'expérimenter, donc justement, comme ça a été dit, sur le territoire de santé numéro 3, le pourtour de Lorient. On a eu l'opportunité d'inscrire cette démarche éthique dans la création d'un centre de ressources territoriales. Donc on donnera les définitions peut-être un petit peu plus tard, puisqu'on n'a pas forcément trop le temps d'en discuter là. Mais en gros, ça va arriver en support d'un comité éthique inter-EHPAD avec une ouverture domiciliaire. Donc ces comités, vous savez, on l'a dit en introduction ce matin, fonctionnent grâce au volontariat et au bénévolat de plusieurs personnes en général. Et là, il y a vraiment une structure qui va nous aider à l'organisation, au support, à l'animation de cette démarche pour qu'elle puisse perdurer. Et on essaie également de pouvoir faire un développement de partenariat avec tout notre réseau gérontologique habituel. Ça va être l'hôpital, le dispositif d'appui à la coordination. Et on a une dynamique de café éthique en fait, ouvert au grand public territoriaux qui se monte depuis, là maintenant, on est à la 3e édition qui va avoir lieu en fin d'année. Et donc dans le centre ressources territoriales, justement, on a 2 volets. Ce fameux support du comité éthique inter-EHPAD et services dédiés à la personne âgée. Et c'est une création, on est en train de le monter, on est en train de récolter là, actuellement les candidatures, la création d'une équipe mobile éthique territoriale pour justement aider les établissements, alors nos propres établissements bien sûr, mais tous ceux du réseau gérontologique dont dépend le centre de ressources territoriales, pour pouvoir promouvoir cette démarche éthique dans les structure et être un support aux professionnels, aux personnes concernées et à leurs proches. Merci. Merci.